social non plus. Où on est de 30% des grands logements prévus par le Code du logement dans toutes les nouvelles constructions de logements sociaux de plan de logement de 2004. Comme père ou bien un parent de famille qui compte 6 membres, alors je parle en attendant déjà 10 ans sur la liste d'attente. Je parle au nom de toutes les familles, toutes les grandes familles qui sont sur la liste d'attente depuis de nombreuses années, disons depuis dizaines d'années même. On sait bien qu'il n'y a pas assez de grands logements sociaux pour elles, mais ma question est, quel outil mettez-vous en place pour lutter contre la sous-occupation des grands logements sociaux? Avez-vous déjà créé des outils? Sont-ils suffisants? Pourquoi ne pas assouplir les normes d'occupation actuelles ou bien accorder plus de dérogations spatiales? Je sais bien que ce n'est pas toujours possible pour l'ensemble des logements, mais cela doit être quand même possible pour certains logements. Comment pourriez-vous organiser cela? Constatant le manque de logements locatifs pour les grands ménages, a dès la fin des années 70 commencé à acheter des biens qu'elle transforme effectivement en logements pour grandes familles. Constatation que nous devons faire actuellement, le nombre de demandes de très grandes familles est en diminution par rapport au fonds du logement. Bien que nous devions constater d'un autre côté que nous avons de plus en plus de demandes de pouvoir bénéficier d'un logement dans le cadre de l'aide locative. Il est significatif que fin de l'année dernière, nous avons redépassé le nombre de 4000 demandeurs de logement, alors que la capacité globale du fonds du logement est de 1300 logements à l'heure actuelle. Donc, nous nous inscrivons complètement dans la politique du gouvernement actuel qui tente d'effectivement augmenter l'offre publique de logement. Et rien que pour le fonds du logement, pour la législature, on a décidé de doubler le nombre de logements qui seront effectivement amenés sur le marché. Comme on l'a déjà souligné, ça ne se passe pas comme ça, comme en un tournement. Et nous nous trouvons avec un certain nombre de problèmes à résoudre. Le fonds du logement était un peu le spécialiste de l'achat d'unifamilial qu'il retapait et dans lequel il mettait, si nécessaire, un deuxième appartement. Mais pour l'instant, on nous demande également d'avoir recours à, disons, un autre volume de logements à créer et que c'est l'ensemble des services du fonds du logement qui doivent s'adapter actuellement parce que la gestion d'un certain nombre de petits logements, je veux dire, où il y a maximum 2 habitations ou 3 habitations par immeuble, se fait d'une toute autre façon que quand on se retrouve avec effectivement 50, 60 ou parfois même plus de logements dans un même bâtiment. Par rapport à la vitesse où on peut construire, permettre tous les ans à 900 ou 1000 ménages qui sont dans les conditions d'accès au logement social, de devenir propriétaires, c'est pas rien. Et on le fait maintenant depuis plusieurs années, et le gouvernement a encore augmenté les moyens, avec aussi un travail avec le fonds du logement, pour augmenter ce type de personnes. Le nombre de personnes qui peuvent le faire par année, donc c'est très important. Dans les projets de construction, il y a 35% qui doivent concerner des logements de plus de 3 chambres. C'est parce qu'on est conscient que c'est là qu'il y a aussi un déficit. En fait, le déficit, c'est 1 chambre et les plus de 3 chambres. Et donc, globalement, c'est l'objectif que l'on a.
On fait la même chose aussi sur les projets de rénovation. Quand on rénove, parfois, on passe d'un logement qui était plus petit à des logements plus grands pour tenir compte des familles nombreuses. Alors, il y a cette histoire, cette réalité et qui apparaît dans beaucoup de cas choquants. C'est des logements, je parle dans le logement social, des logements de 3 chambres ou 4 chambres qui sont occupés. Au départ, c'était une famille avec des enfants, etc. Et puis, il n'y a plus qu'une seule personne qui est dans ce logement. Et il y a des sociétés, là aussi, des SISM, qui sont très efficaces et qui prennent des mesures et qui sont créatifs pour essayer de faire déménager ces personnes. Et là, plus on va construire, plus on aura la possibilité sans doute d'apporter des réponses. Pourquoi ? Parce que les sociétés utilisent finalement l'argument de dire, bah, écoutez, vous êtes là dans un logement qui est trop grand pour vous. Est-ce que ça ne vous intéresserait pas d'aller dans un logement tout neuf, tout beau, etc., qui est plus adapté à votre taille? Et donc, c'est une manière de faire des déménagements et de libérer des espaces plus grands. J'ai organisé l'année passée une rencontre avec toutes les sociétés pour que les sociétés échangent entre elles les pratiques pour justement organiser les mutations de manière positive. Qu'est-ce que j'ai constaté? Alors, je pense que c'était utile parce qu'il y a parfois des bonnes idées qui ont circulé. Il y a des sociétés qui sont très volontaires pour aller là-dedans. Il y a des sociétés qui ne sont pas du tout volontaires pour aller là-dedans. Pourquoi? Je vous le dis franchement, je pense qu'il y a des sociétés qui se disent que si on parle de grandes familles nombreuses, plus de 3 enfants, ce seront des personnes plus d'origine étrangère qui vont venir dans ce quartier. Et donc, il y a une espèce de blocage par rapport à ça. Et donc, c'est inacceptable, évidemment. Et donc, on travaille dans le cadre légal pour changer et pour ne pas accepter qu'il y ait des stratégies de ce type-là. Alors, on est en train de travailler sur le code du logement. Le code du logement, c'est toute une série de règles, il y en a énormément. Et il y a aussi celles qui concernent les mutations. Et dans les mutations, c'est vrai, il y a le fait que quand on a plus de 65 ans, dans le règlement ou dans le code du logement, on dit on ne peut pas obliger une personne à déménager. Alors, au début, ça vient d'une préoccupation qui est positive, c'est de dire une personne qui habite depuis des années dans son logement, elle est attachée à son logement, elle veut rester dans son logement. Mais quand on sait qu'il y a un tel manque de grands logements dans le logement social, et qu'il y a tellement de personnes qui sont en attente, évidemment que c'est perturbant. Et donc, j'ai organisé ce que j'appelle des ateliers du Code du logement, avec le Conseil consultatif du logement, et avec des représentants, notamment du secteur associatif, notamment des sociétés, pour faire des propositions pour modifier le Code du logement et les règles qui existent, pour être plus souple et apporter plus de possibilités d'organiser des mutations, pour que les personnes qui occupent un logement qui correspond à la taille de leur ménage réellement. Il y a un autre aspect, une dernière réponse que je peux vous faire, enfin encore 2 en fait, des pistes il y a le bail à durée déterminée. Le gouvernement a mis dans sa déclaration qu'il fallait travailler sur un bail à durée déterminée pour les nouveaux locataires. Pour 2 raisons. Pour vérifier que ceux qui sont dans le logement social sont les personnes qui sont vraiment dans des conditions de revenus du logement social, et pas ceux qui ont des revenus beaucoup plus hauts, qui pourraient se loger ailleurs. Et 2, pour que, une fois tous les 9 ans, par exemple, on vérifie si une famille est bien dans le logement qui correspond à la taille de son ménage. J'ai demandé un avis du Conseil consultatif sur ce bail à durée déterminée, qui a fait plein de remarques. J'ai intégré toutes les remarques, et j'ai déposé, sur la table du gouvernement cette semaine, une proposition pour aller vers le bail à durée déterminée qui va, s'il est adopté, faire en sorte que tous les 9 ans, on va au moins avoir la possibilité de vérifier et de proposer alors un autre type de logement pour les personnes qui habitent dans ce type de logement.